C'est le moment de commencer le dernier panel de la journée. Le dernier, mais pas le moindre. Ça s'appelle la puissance étatique et les forces militaires, une relation complexe et toujours en évolution. Et notre premier panéliste se joint à nous virtuellement. Arthur, vous êtes là? Très bien. On va commencer tout de suite. Euh, Attendez, pour le partage d'écran. Oui, ça fonctionne. Ah, purée. Même problème qu'hier. Bon. Parfait. Ah, bon. Attendez. Il semblerait qu'il y ait, comme qu'il y aurait une petite crise. Alors, mon intervention sera sur la neutralité ou le fantasme. Enfin, bonsoir tout le monde. Mon intervention sera sur la neutralité ou le fantasme de l'inactivité pour un renouveau de la recherche sur les états neutres. Pour illustrer ceci, voici une caricature qui a été faite par le dessinateur suisse Chapat en 1999 et qui résume, je trouve, l'image qu'on a de la neutralité, c'est-à-dire celui qui est inactif, qui est en dehors des conflits, en dehors des actions. Mon intervention va donc commencer par cette remarque d'Alain Clavien et de Klaus Hauser, qui notait en 2014, en introduction du numéro 159 de la revue Relations internationales, que contrairement à ce que pourrait laisser croire le terme lui-même, les neutres ne sont pas exclus de la guerre, ils en sont des acteurs. Ainsi, si l'histoire militaire est avant tout centrée sur les conflits et les États prenant part à ceux-ci, celle-ci ne se limite pas qu'aux belligérants. Si la neutralité a souvent été étudiée sur un plan juridique ou économique, elle est pourtant traitée de manière laconique en histoire militaire, voire quasi absente dans le discours éducatif et mémoriel. Ce manque d'intérêt illustre une image biaisée, limitant à un rôle symbolique des États pourtant stratégiques dans plusieurs conflits et très présents sur certains domaines. Cette communication tâchera donc d'introduire une réflexion sur la neutralité en histoire militaire. Pour cela, nous commencerons par un rapide rappel de la nature de la neutralité et de son état dans le droit. Nous poursuivrons en expliquant les lacunes de la recherche sur ce sujet par l'exemple de la neutralité suisse et nous nous interrogerons sur l'avenir et les possibilités de développement de la voie en toute fin. Pour ce travail, je tiens à souligner que je me suis servi principalement de sources secondaires issues de l'historiographie francophone ou disponibles en français. Il se peut donc que des éléments issus des courants anglo-saxons manquent à l'appel. Je tiens à m'en excuser auprès du public intéressé. Donc, tout d'abord, comme je disais, nous allons nous interroger sur la notion de neutralité, notamment en reprenant l'intervention intitulée La neutralité, introduction historique, qui a été faite dans le cadre du colloque 1914 Neutralité et neutralisme en question, où Henri Le Goërel a rappelé que la neutralité est connue de manière abstraite depuis l'Antiquité, où elle prend la forme de refus de prendre parti dans certains conflits qui ont été décrits dans l'historiographie romaine, notamment l'exemple de Massilia, donc aujourd'hui Marseille, en France, pendant la guerre civile de César, la ville ayant refusé de prendre parti pour Pompée ou pour César, à ce moment-là. Il établit que la notion est théorisée également et esquissée qu'à partir du XVIe siècle, notamment par le Albéricus Gentilly, qui est un juriste italien qui est installé à Oxford à ce moment-là. La notion touche alors surtout à la souveraineté territoriale des neutres, notamment sur l'interdiction de passage de troupes et de matériel des nations belligérantes. L'ère contemporaine amène à la mise en place d'une forme de neutralité juridique, que Henri Le Goërel place dans les exemples du traité de Paris de 1856, du traité anglo-américain de 1871 et dans les conventions de La Haye de 1907. Je rajouterai également dans cette lignée, pour ma part, la reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse par les signataires du traité de Paris, en parallèle au Congrès de Vienne, du 20 novembre 1815. L'élément central dans le droit de la guerre chez les neutres, que sont les conventions de La Haye, donc signées, je rappelle, en 1907, représente le dernier élément d'importance. Et c'est là également une partie du problème. Si la neutralité se retrouve enfin définie juridiquement et dotée en droit et en devoir,
Elle n'obtient pas par la suite une accusation de son statut malgré une évolution très nette de l'art de la guerre depuis sa signature. L'apparition de la guerre totale, l'apparition de l'aviation, aujourd'hui les questions de guerre cyber. Bref, depuis 1907, un flou persiste sur ces notions et sur quelle définition donner aujourd'hui à la neutralité, surtout avec l'apparition d'autres concepts comme la non-belligérance. Je disais donc que c'est une notion qui du coup est questionnée et qui garde ses flous. Ainsi, dans son ouvrage « La politique suédoise de neutralité active », publié en 1997, Nathalie Blanc-Noël rappelle que dès la Première Guerre mondiale, les règles des conventions de La Haye sont rendues obsolètes par l'apparition de la guerre totale, qui implique tous les secteurs de la société, dont l'économie, ainsi que le droit des neutres à commercer. On le verra notamment dans la question des attaques sous-marines allemandes contre des navires américains pendant la Première Guerre mondiale, puis au début de la Seconde Guerre mondiale. On rajoutera à ces critiques, pardonnez-moi, je me suis perdu. Henri Le Goërel également, pour sa part, rejoint cette idée dans son intervention déjà citée et déclare donc que, depuis 1907, le droit de la neutralité a beaucoup évolué. D'une part, par le caractère total des guerres modernes, a conduit à un grignotage des droits des neutres. Sur le plan militaire, les progrès de la technique des armements, surtout en matière aérienne, sont tels que les États neutres échappent de moins en moins aux opérations armées. Je le prends dans le cas de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les accrochages aériens avec l'aviation allemande seront courants au début de la guerre, puis les intrusions d'appareils britanniques et américains à destination de l'Italie du Nord ou du sud de l'Allemagne seront de plus en plus présentes et amèneront notamment à l'internement d'équipages américains et britanniques sur le sol suisse suite à plusieurs crashs. On rajoutera à ces critiques, comme je disais, les questionnements de plus en plus importants actuellement sur l'usage des armes cyber depuis quelques années, à l'exemple de la guerre numérique qu'a menée la Russie contre les intérêts occidentaux ces dernières années. Ces difficultés du traitement de l'histoire et de la forme de la neutralité sont peut-être le mieux illustrées par le cas de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, comme je le disais. La Suisse est avant tout un symbole fort de la neutralité, et le petit État alpin a été le sujet de véritables questionnements sur ses activités avec l'Allemagne nazie dès la fin du conflit. Ce questionnement a trouvé son paroxysme dans les années 80 et 90 avec la parution en 1983 de Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, où Hans Ulrich Jost attaque l'image de la neutralité suisse au XXe siècle, puis à la fin des années 90 par les travaux de la commission Bergier qui mettent en avant les liens des banques suisses avec le système nazi. Ce courant va être lui-même contesté par d'autres auteurs, dont l'ancien président de la Confédération helvétique et historien Georges-André Chevalaz, l'historien suisse Jean-Jacques Langendorf et plusieurs auteurs américains qui vont mettre en avant l'esprit de résistance helvète. Dans ce débat, il convient de noter plusieurs éléments. Tout d'abord, comme le note Nathalie Blanc-Noël, dans le cas de la neutralité suédoise, les effets et intérêts extérieurs de la neutralité sont des éléments tabous dans le discours des États neutres, car ils remettent en cause l'indépendance du concept. Or, comme le souligne Samuel Truizinga, dans sa participation sur la neutralité dans Cambridge History of the First World War, qui est cité par Alain Clavien et Claude Hauser dans l'article déjà cité, la neutralité pendant la Première Guerre mondiale a fait l'objet de nombreuses études nationales, dont la plupart ont été écrites dans la langue du pays concerné. C'est la principale raison pour laquelle on trouve peu d'analyses générales et même d'études comparatives sur le sujet. Ainsi, le sujet reste avant tout l'apanage d'un milieu universitaire national impacté par le tabou. Ainsi, la démonstration en est illustrée par les réactions aux critiques de Jost. De même, certains auteurs américains traitant de la question l'emploient dans une optique de défense des libertés individuelles, notamment dans un contexte de remise en question du Second Amendement. On prend par exemple le cas de plusieurs ouvrages écrits par Stephen Halbrook, qui est assez proche de la NRA, sur la résistance suisse. Quant au camp critique de la neutralité, il faut noter le contexte de pression américaine dans les années 90, avec l'affaire des comptes en déshérence. Les défauts des travaux sur la neutralité helvétique se retrouvent dans un autre domaine, celui des axes de travail. Ainsi, si Jost défend toute volonté de discours politisé, il est tout de même à noter que sa vision de la neutralité souffre d'un biais de regard
trop porté sur les pendants politiques et économiques du conflit. Ainsi, son travail dans Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses ne laisse que peu de place aux questions, comme la qualité de l'armée suisse, son évolution ou ses actions lors des 2 conflits mondiaux. On est plus sur des questions véritablement économiques et politiques. Le rôle de l'industrie suisse vis-à-vis de l'Allemagne, les actions politiques du gouvernement. On a j'ai un exemple tout fait qui est celui du sujet que je traite, qui est la question de l'internement. Ainsi, l'internement des troupes étrangères en 1939-1945 n'est que vaguement évoqué dans cet ouvrage, malgré les 110 000 personnels qu'il représente sur une population qui est estimée à l'époque à 4 millions d'habitants. On est donc sur un effectif quand même important, couvrant plusieurs nationalités et avec un vrai impact sur le paysage et également sur la mobilisation des troupes employées par la Suisse. Il faut cependant noter que Hans-Ulrich Joost reconnaît lui-même que les délais légaux de consultation des archives fédérales suisses en 1983 l'empêchaient de fournir un état des sources satisfaisant. Il est possible donc qu'il aurait proposé d'autres solutions à la place. Ce billet illustre un imaginaire et une vision des choses souvent ancrés hors des domaines militaires par son absence d'action ouverte. Joost, résumant les questions de mobilisation et d'accrochage, a quelques pages sur la centaine qu'il remet dans cet ouvrage, mais aussi par le caractère secret de plusieurs types d'actions en pays neutres, négociations, espionnage, contrebande. Le traitement militaire de cette question, pourtant très lié à l'univers des conflits, se retrouve ainsi mis au second rang et oublié. Si l'état de la recherche sur la question est, comme nous l'avons vu, limité par le brouillard autour de la notion et des problèmes de biais et de tabous, il faut également noter que l'intérêt pour celle-ci reste existant et a même été le sujet d'une certaine renaissance dans les années 2010. Ainsi, dans le cadre des commémorations en lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale, 2 colloques ont été organisés sur la question de la neutralité dans la Grande Guerre, dans les milieux francophones. Le premier à l'Université de Fribourg, les 23 et 24 mai 2014, a ainsi traité très largement des questions de relations internationales, mais aussi des questions profondément liées à l'histoire militaire, comme dans l'intervention de Hazuki Tate sur les prisonniers de guerre et la Suisse. De même, le second colloque, 1914, Neutralité, neutralisme en question, qui s'est tenu à l'Institut Cervantes de Paris, a offert un panel large, offrant une place à des éléments importants pour le traitement historique et militaire du domaine, comme la définition de la notion de neutralité et ses enjeux. Il reste cependant énormément à faire pour développer la question de l'histoire militaire de la neutralité au-delà des commémorations de la Grande Guerre. Peu de travaux en français traitent ainsi de cette question et de son histoire en dehors du droit. De même, de nombreux aspects restent peu traités à l'image de l'internement des prisonniers malades ou blessés pendant la Première Guerre mondiale, malgré un article de Marianne Wall sur le sujet dans la revue Guerre mondiale et conflits contemporains en 2014. On notera de même l'absence de monographie en français sur l'évolution des armées suisses, bien que Pierre Streit et Jean-Jacques Langendorf aient fourni un ouvrage sur l'armée et le peuple suisse entre 1914 et 1945 en 2007, ou suédoise contemporaine, sujet pourtant utile pour comprendre les évolutions d'armées sans expérience récente de combat, notamment dans le cadre du retour de la haute intensité, alors que les armées européennes et occidentales en général ont peu eu à faire face à ce type de conflit depuis plusieurs décennies. C'est également une question qui, du coup, se pose avec l'actualité. Le sujet devrait pourtant intéresser, questionner face à une actualité où la notion de neutralité de non-belligérance réapparaît. Ainsi, 2 conflits, dernièrement, ont montré l'importance des États non-belligérants. Le Haut-Karabakh en 2020, avec une présence importante de la Turquie pour armer l'Azerbaïdjan, pour lui fournir du renseignement, du matériel, mais également et surtout, depuis 2022, l'Ukraine, où la place des non-belligérants touche à peu près tous les rôles non combattants. On a vu l'intervention de la Biélorussie pour la Russie. Nous avons vu surtout l'intervention de l'OTAN et de plusieurs pays, on va dire, du bloc pro-occidental, au soutien des Ukrainiens, en fournissant des quantités de matériel très importantes qui ont été essentielles. Il y a donc une question qu'il convient de remettre dedans. Ces conflits également remettent sur le devant de la scène la question de la moralité, de la neutralité suisse, après les refus suisses d'autoriser l'envoi en Ukraine de munitions vendues par des entreprises helvètes à l'Allemagne, ce qui également pose la question de
du rôle de la neutralité au XXIe siècle, de ses missions morales. On prendra le cas, par exemple, que le Stockholm International Peace Research Institute avait fait remarquer qu'en 2020, la Suède était le 13e importateur mondial d'armes, à l'époque où elle était encore neutre, et la Suisse la 16e, auquel on rajoute l'Autriche en 31e place. C'est donc des questions qui se posent au XXIe siècle. Et il convient donc de revenir sur l'histoire de la neutralité. Que retenir en conclusion de cette intervention? Nous avons pu constater que si des travaux existent sur la neutralité, ceux-ci sont trop souvent le produit de travaux nationaux ou traitant à des questions non militaires. De même, nous avons pu voir que l'histoire et la définition du concept de neutralité, par leur complexité, gênent pour donner naissance à un véritable courant de neutral studies. Cette absence de débat ou de courant de pensée était déjà mise en avant par Samuel Cruisinga dans son travail. Il convient donc, pour l'avenir de la recherche dans le domaine, de permettre l'établissement d'une recherche en histoire militaire de la neutralité qui soit transnationale, offrant ainsi une vision coupée des préjugés et tabous nationaux en s'appuyant sur l'amorce enclenchée au moment du centenaire de la Grande Guerre. La naissance d'un tel courant serait ainsi bénéfique pour la recherche dans un temps où le droit de la guerre pourrait être réformé et où une réflexion nouvelle doit naître sur la conduite de la guerre et de la neutralité. Merci beaucoup et merci aux traducteurs d'avoir fourni leur aide sur cette intervention. Merci Arthur. Manu? Bonjour. Merci au CIDP d'avoir sélectionné ma présentation pour la conférence. Je suis Manaswini Ramkumar, je suis candidate au doctorat à l'Université américaine de Washington, D.C. et je suis donc dans le dernier panel. Je vais essayer de rendre les choses intéressantes. Merci de me suivre. Alors voici la structure de ma présentation. Aujourd'hui, je vais brièvement parler de ma recherche doctorale parce que le document que je présente aujourd'hui vient de ce travail que j'ai fait sur le terrain. Ensuite, je vais introduire le thème, définir le nationalisme, expliquer sa typologie en relation avec ma publication, expliquer les relations entre le nationalisme et l'armée, expliquer les effets du nationalisme en prenant l'Inde comme exemple pour essayer de comprendre l'impact sur l'armée. Ma recherche doctorale concerne différentes relations civiles et militaires dans un contexte d'érosion démocratique. Et par érosion, je veux dire une tentative délibérée de diluer ou supprimer des normes et des institutions démocratiques par des dirigeants qui ont été élus au pouvoir de façon démocratique. Donc, j'essaie de comprendre les interactions entre un dirigeant démocratique un dirigeant élu non démocratique et une armée démocratique. Qu'est-ce que j'entends par armée démocratique? Une armée qui n'a jamais menacé la démocratie et la stabilité d'un pays. Donc, j'essaie de comprendre comment une armée démocratique va répondre à des demandes faites par un dirigeant non démocratique. J'ai mené des recherches sur le terrain en Inde d'octobre à janvier 2021. À cause de la COVID, j'ai dû interrompre mes recherches et j'y suis retournée donc d'avril en juillet 2022. Mon travail de terrain se base sur des recherches d'archives, des entretiens avec des élites, notamment des universitaires, des experts de la sécurité, des officiers en service et à la retraite, des fonctionnaires à la retraite et également les enseignants des institutions d'éducation militaire. Rapidement, j'aimerais commencer par une définition du nationalisme en me fondant sur la définition de Gellner, qui est un expert sur le sujet. D'après lui, le nationalisme est une célébration d'une nation. Il implique un désir de souveraineté politique appliqué par une nation sur un territoire donné et donc le principe politique qui affirme que le politique et le national doivent être doivent être concomitants.
J'aimerais me centrer sur cette dernière partie. Les gens qui créent une nation sont physiquement, émotionnellement, financièrement, socialement et politiquement investis dans cet effort et de créer une unité politique et que ça soit cohérent avec ce qu'ils sont, avec cette nation. Donc, ils tentent d'arriver au pouvoir politique afin de faire de ce désir une réalité, pour que l'État devienne synonyme de nation et que la nation devienne synonyme d'État. Et ils essayent de contrecarrer, de supprimer toutes les tentatives qui vont modifier, diluer leur rôle. Donc les nationalistes visent à arriver au pouvoir politique pour que la nation devienne l'État. Mes recherches essayent d'aller au-delà de cette d'une distinction entre le civique et le nationalisme civique et le nationalisme traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nationalisme civique? Ça vient des mouvements d'autodétermination du XXe siècle, Mahatma Gandhi ou Nelson Mandela, qui ont utilisé le langage de l'identité nationale, qui était différente de la façon dont l'élément colonial l'utilisait, pour essayer de secouer le joug colonial. Et c'est quelque chose qui continue à être invoqué dans le discours public même maintenant. Lorsque le président indonésien en 2021 a évoqué la fondation officielle de la philosophie de la fondation officielle de l'Indonésie, il a parlé de justice sociale pour tous les peuples d'Indonésie, de la coopération sociale. Il a continué, il a utilisé ce discours. Un autre exemple, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a parlé du multiculturalisme canadien, il a expliqué que l'identité nationale du Canada était basée sur des valeurs partagées plutôt que sur des bases ethniques, culturelles ou géographiques. Donc on a ici un nationalisme inclusif qui va à l'encontre de celui qu'on voit émerger de plus en plus dans les dernières années. Le nationalisme qui est prédominant à présent, c'est ce que j'appelle le nationalisme de la grande détermination, des mouvements déterministes. Il s'agit ici d'établir un récit de faiblesse qui, visiblement, d'après les dirigeants, touche leur nation. On pense à Trump, Make America Great Again, Bolsonaro, Viktor Orban. Plutôt qu'un nationalisme civique basé sur une identité nationale civique, on est sur une identité qui est de type qui divise et qui aide à légitimer des clivages sociaux qui préexistent, ou des clivages raciaux, ou avec la suprématie blanche aux États-Unis, ou la suprématie Han en Chine, ou également le nationalisme chrétien en Europe. Quelle est la relation entre le nationalisme et l'armée? Ce lien a été exploré jusqu'à maintenant, principalement en termes de comment le nationalisme affecte la capacité de l'armée à mener son rôle de combat. Comment est-ce que ça l'empêche de fonctionner? Comment ça affecte son fonctionnement? On peut donc penser le nationalisme comme une source effective de pouvoir militaire, en plus de la technologie ou de l'équipement de combat et de la formation. Le sentiment d'identité nationale, la fierté vis-à-vis de la nation, c'est souvent ce qui qui amène les forces armées à combattre. Et ça a été notamment beaucoup évoqué au début de la guerre en Ukraine, avant que l'Ukraine ensuite soit aidée par le soutien logistique des autres nations. Au départ, il s'agissait vraiment de ce désir des Ukrainiens de défendre leur pays. C'était ce qui les amenait au combat. Le nationalisme peut également être un outil de recrutement pour l'armée et en effet, ça a été la base pour les armées napoléoniennes, la levée en masse des armées napoléoniennes, et beaucoup de pays beaucoup d'armées continuent à utiliser un discours nationaliste pour le recrutement.
Troisièmement, le nationalisme a été lié à une plus forte propension de conflits, à la fois des conflits entre États et des conflits au sein d'un État. Pour ce qui est de l'inter-État, le nationalisme amène ou oblige les dirigeants amène les dirigeants à mener des politiques extérieures imprudentes. Par exemple, dès qu'il y a un problème entre l'Inde et le Pakistan, les citoyens de l'Inde et du Pakistan vont se tourner vers leurs dirigeants pour qu'il y ait une réponse militaire, une frappe militaire, simplement pour montrer leur force ou pour apaiser les craintes. Par exemple, on va aller attaquer ce camp terroriste et on va insister sur la faiblesse du Pakistan. Ou bien un autre exemple, en 1982, lorsque l'Argentine a utilisé une invasion des îles Falklands, euh, il s'agissait en fait d'une attaque qui visait à détourner l'attention des Argentins de la crise économique du pays. Donc le nationalisme peut être utilisé comme tactique de diversion et qui en fait augmente la possibilité d'un conflit qui est en fait inutile. Enfin, lorsqu'il s'agit donc le nationalisme accroît la probabilité de violence à l'intérieur d'un pays. On pense par exemple au PKK en Turquie ou le LTTE, les Tigres du Tamoul au Sri Lanka, qui cherchaient donc l'autonomie et la reconnaissance politique via le conflit avec le gouvernement du Sri Lanka. Et c'est là une situation où le gouvernement doit combattre une partie des citoyens. Mais ça ne présuppose pas forcément toujours des doléances d'une minorité vis-à-vis d'une majorité. Mais ces grievances ne préexistent pas toujours. Elles peuvent être fabriquées. C'était le cas des leaders serbes qui ont utilisé le nationalisme serbe pour aller monter les populations contre les Croates et les Bosniaques. Donc, ma recherche cherche à se centrer sur les effets du nationalisme au sein de l'institution militaire elle-même. Le dilemme principal des relations civiles-militaires, c'est en fait, il faut que les forces armées soient prêtes à défendre le pays, mais en répondant à la demande du gouvernement. Donc le gouvernement doit être au-dessus de l'armée et les démocraties ont essayé de résoudre ce conflit en mettant en place des mesures de contrôle, de surveillance de l'armée. On ne veut pas que l'armée interfère dans la politique. Donc les leaders civils vont surveiller le budget de la défense, les acquisitions logistiques, ils ont leur mot à dire sur les déploiements militaires, sur les performances militaires et en retour, puisque l'armée est subordonnée, on lui promet un certain niveau d'autonomie avec un bas niveau d'interférence politique. Par exemple, on les laisse recruter ou promouvoir leurs troupes. Et donc, ce compromis commence à poser problème lorsque les politiques deviennent plus nationalistes, parce qu'ils utilisent l'armée pour accroître leur légitimité et accroître leur pouvoir. Et en faisant ça, ils amènent l'armée dans l'arène politique et ils en font une arme partisane du pouvoir en place. Par exemple, en juin 2020, après les protestations Black Lives Matter aux États-Unis. Il y a eu des protestations donc, contre les brutalités militaires et le président Trump a dit qu'il voulait utiliser l'armée pour aller combattre les manifestants et un militaire de haut rang a dit que ce n'était pas du tout le rôle de l'armée. En Hongrie, Viktor Orban veut utiliser l'armée pour défendre les frontières contre l'immigration, ce qui crée en fait un parallèle très dangereux entre des immigrants qui fuient les conditions difficiles de leur pays et des envahisseurs. Au Brésil, Bolsonaro a déclaré que l'armée était à sa disposition et pouvait faire ce qu'elle voulait pour stopper des manifestants à sa réponse contre le Covid. Et il a
mis un ancien militaire à la tête du ministère de la Défense et il a complètement, il a fait un remaniement ministériel en plaçant, en changeant complètement les postes militaires et gouvernementaux. Et enfin, en Inde, il y a eu des protestations euh, qui ont été réprimées par l'armée. Alors, quelles sont les conséquences de cette armée partisane? Tout d'abord, on va voir que l'armée d'un pays va devenir en fait une coquille vide, politisée. Il s'agira de servir non pas les citoyens du pays, mais un groupe de gens qui sont identifiés comme étant la nation. Donc, il ne s'agira plus de l'armée pour tout le monde, mais de l'armée pour un petit groupe qui représente la nation. Et deuxième chose, il est probable que l'on constate une érosion de l'avancement au mérite. Les dirigeants nationalistes vont intervenir, vont promouvoir les officiers en fonction de leur loyauté vis-à-vis de l'idéologie ou des dirigeants. Donc, ce n'est plus du tout méritocratique. Enfin, si la loyauté devient la base de la promotion, il est probable que l'on ait une armée qui a une efficacité opérationnelle réduite parce que des dirigeants performants vont être remplacés par des gens qui n'ont pas leurs compétences ou leur expérience. Et enfin, une des conséquences les plus désastreuses d'une armée partisane, c'est la destruction de la cohésion interne de l'armée. Les armées sont des institutions effectives avec un haut niveau de cohésion interne. Et c'est lié à des années de formation rigoureuse, éducation, formation et des compétences, création de compétences. Mais les leaders nationalistes vont fracturer l'armée et créer des camps entre ceux qui supportent, qui soutiennent le dirigeant et ceux qui veulent maintenir le statu quo. Il va y avoir donc une institution qui va perdre sa cohérence et ça menace la capacité de l'armée à être une force de combat. Enfin, donc 2 diapositives. Donc, sur mon étude de cas, l'Inde, pardon, c'est la dernière diapositive. Je démontre ce que je vous ai expliqué en théorie. L'armée indienne, au moment de l'indépendance de l'Inde, était une armée large, expérimentée, bien déployée et elles étaient en train d'essayer de passer d'une armée coloniale à une armée post-coloniale. Et à ce moment-là, les dirigeants de l'Inde étaient inquiets que cette armée si énorme, si bien organisée, pourrait organiser un coup d'État. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est mettre en place des règles pour éviter le coup d'État militaire. Et c'est un certain nombre d'exemples de ce qu'ils ont fait. Ils ont réduit l'importance de la position du commandant en chef. Ils ont essayé d'avoir des représentants au niveau ethnique, religieux, etc. Et ils ont mis en place un avancement au mérite. Donc pour l'armée indienne, en fait, il s'agissait d'éviter de devenir comme l'armée du Pakistan, parce que c'est l'ennemi héréditaire, donc ils ne voulaient vraiment pas devenir comme l'armée du Pakistan. Voilà ma dernière diapositive, c'est celle-ci. Alors, des exemples basés sur les 4 choses que je vous ai dites précédemment, la promotion loyaliste, l'armée qui devient politisée. Alors voilà des exemples de ce qui se passe en Inde à l'heure actuelle. On a une célébration religieuse de routine islamique qui a été tweetée par le ministère de la Défense et ça a dû être retiré à cause de critiques de trolls qui critiquaient l'armée qui célébrait cette fête musulmane. Et l'armée a mis en place un système méritocratique de promotion plutôt qu'une promotion à l'ancienneté. Mais c'est le gouvernement qui définit ce qui constitue le mérite. Donc, ça peut poser des problèmes. On a également un nouveau système de recrutement cette année pour recruter des gens de 18 à 19 ans pour 4 ans.
Donc, il s'agit de recruter ces gens pour 4 ans et à la fin des 4 ans, seuls 25% d'entre eux resteront dans l'armée. Donc, tous les 4 ans, on pourrait voir des jeunes gens qui ont eu une formation militaire, une formation aux armes et qui seraient relâchés dans la société sans perspective d'emploi. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On se demande. Et voilà, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup au CIDP de m'accueillir. Alors, je vais faire la présentation en français. Merci beaucoup au travail des traducteurs. Et voilà, merci pour cette opportunité. Je trouve que c'est très intéressant que plusieurs chercheurs se confrontent leurs perspectives et leur grille de lecture sur ces sujets. Et voilà, donc moi, je me sens très honoré d'être parmi vous. Voilà, merci beaucoup. Qui je suis? Je m'appelle Benjamin Toubol, je suis un doctorant au département de sciences politiques de l'Université Laval. Ah, c'est bon, ça marche. Au département de sciences politiques de l'Université Laval. Et j'ai une formation en géopolitique à l'Institut français de géopolitique à Paris. Alors, face à ce titre très impressionnant, ou pas d'ailleurs, ça cache en fait une petite histoire. Le premier terrain de recherche que j'ai fait, c'était en 2000. Voilà. Je disais donc, le premier terrain de recherche que j'ai fait, ça s'est déroulé en 2017 à Erbil, qui est la capitale de la province de la région autonome du Kurdistan irakien. Je prenais un café et à un moment donné, j'ai voulu prendre un plat national qui s'appelle le biryani. Alors, il y a différents types de biryani. Souvent, on entend souvent parler du biryani indien, mais il se trouve que un des plats nationaux des Kurdes irakiens, c'est le biryani kurde. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que je souhaitais prendre un biryani local et que le restaurateur qui me servait était un Kurde syrien, qui était avec une origine complètement différente des Kurdes irakiens. Et lorsque je lui ai demandé un biryani irakien, il m'a regardé avec des grands yeux en disant non, 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 ici on sert des biryanis syriens. Et moi, incompétent sur la matière culinaire kurde, j'ai été étonné. J'ai dit très bien, alors un biryani syrien, mais derrière moi, il y avait un vétéran des forces kurdes, je l'ai appris ensuite, mais un vétéran kurde irakien qui a commencé à se confronter à ce kurde syrien en disant non, 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 le biryani, c'est un plat local irakien et pas syrien. Par-dessus, c'est rajouté un soldat en uniforme chrétien qui est arrivé avec un patch des groupes chrétiens au Kurdistan irakien, qui est arrivé en disant non, 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 le biryani, c'est un plat national chrétien, assyro-chaldéen, chrétien kurde. Et voilà, je me suis retrouvé avec 3 personnes se confrontant sur l'origine du plat national kurde. Et moi, je n'avais pas eu mon biryani, mais au moins sociologiquement parlant, donc tout s'est très bien passé. Ça m'a fait des contacts très intéressants par la suite. Mais c'est ce qui m'a donné envie de finalement faire une thèse, comme quoi la nourriture peut être inspirante pour faire des choses comme des thèses. Alors aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter mon travail de recherche actuel qui porte sur une approche critique du modèle de la violence étatique. Je vais le lire comme ça pour les traducteurs, ils pourront vous traduire les titres avancés. Donc, une approche critique du modèle de la violence étatique, la représentation des auxiliaires de sécurité dans la perception du Kurdistan irakien. Alors, il y a plusieurs objectifs de recherche finalement dans cette recherche, dans cette thèse. Le premier, c'est actualiser un concept. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est, encore une fois, ce qui est très intéressant dans ce colloque que nous avons, c'est de confronter différentes perspectives de changement qui évoluent dans la perception qu'on a de l'institution militaire. On est resté beaucoup sur l'institution militaire canadienne, ce qui était passionnant et fascinant. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous apporter un cas d'étude de terrain
de comment est perçue l'institution militaire autre part, et donc en l'occurrence au Kurdistan irakien, et comment sont perçus les rapports de pouvoir, les dynamiques internes de la constitution d'une force homogène ou hétérogène au Kurdistan irakien. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'actualiser un concept, c'est le monopole de la violence légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le sens, qui sont les acteurs principaux de l'emploi de la violence, que ce soit dans le management, dans la coercition interne, c'est-à-dire dans, tout bêtement, qui a le pouvoir de limiter de gérer les entraînements des groupes et des unités, et qui a le pouvoir de punir, surtout, que ce soit au niveau local, au niveau de la police, ou au niveau principalement de l'état-major Peshmerga, donc de l'armée kurde, qui a ce pouvoir-là. Il se trouve qu'on est face, je vais vous le présenter dans un instant, on est face à quelque chose qui remet en question un petit peu cette appropriation, cette centralisation de la violence légitime. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'était ce premier concept que je souhaitais vous présenter. Le deuxième objectif, c'est finalement renouveler un paradigme. En fait, un réseau de paradigmes. Le premier, c'est la périphérie étatique. On se trouve au Kurdistan irakien, donc au nord de l'Irak, face à une multitude d'ethnies, de clans, et au-delà de la situation géopolitique, le fait de considérer qu'on n'a pas un État homogène avec une armée homogène sur ce territoire. Donc, on a un cœur étatique qui est représenté par la capitale, Erbil, et on a une périphérie, c'est-à-dire des villages et des villes qui vont revendiquer d'abord leur ancrage territorial avant de revendiquer leur ancrage national. D'ailleurs, qui vont d'abord se représenter comme Kurdes chiites, sunnites ou chrétiens avant de se représenter comme Kurdes et a fortiori avant de se représenter comme Irakiens. Le deuxième concept, c'est le régionalisme. Encore une fois, c'est ce qui est induit par cette périphérie étatique, c'est de dire que avec une institution militaire hétérogène, on se retrouve avec une dynamique externe à l'État. C'est-à-dire, on remet en question le monopole de la violence, mais on remet en question aussi le principe d'un État avec un gouvernement, avec donc le monopole de la violence, et avec une population donnée, spécifique et définie sur ces territoires avec un roman national commun. Troisième concept, c'est la gouvernance multicouche. C'est finalement ce que je présente comme une superposition des pouvoirs, que ça soit qui est inclus dans ce régionalisme-là, que ça soit une pratique centrale au sein des institutions de la capitale, et qui se superpose aux pratiques régionales et territoriales des représentants territoriaux et périphériques. Cette étude de cas dont présente le cas du Kurdistan irakien. Pourquoi le Kurdistan irakien? Parce que finalement, c'est une province qui a connu beaucoup d'aléas, c'est le cas de le dire, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est très général de dire ça, mais en fait, si on remonte depuis les accords de Genève de 1920, qui ont proposé, au sortir de la Première Guerre mondiale, aux Kurdes d'avoir leur propre État, et finalement, les Britanniques et les Français se sont accordés pour promettre ce projet national aux Kurdes, et finalement ne l'ont jamais tenu, et ce qui a créé en fait une dissémination, une fragmentation plutôt des revendications nationales, et la création bien plus tard de l'Irak, de l'État irakien tel qu'on le connaît. Et donc tout ça, ça permet de prolonger la connaissance scientifique sur ce qu'on entend comme un oligopole de la violence, c'est-à-dire une remise en question du monopole de la violence légitime, voilà, comme une nouvelle grille de lecture de la violence étatique. Et donc ma question de recherche se tourne autour de ce paradigme-là, de ces remises en question de ces concepts. C'est comment est perçue la sécurité à travers les groupes armés non étatiques en tant qu'auxiliaires de sécurité. L'intérêt de se poser la question, c'est d'un point de vue pratique, comment établir une lecture actualisée
pour les opérations extérieures de diplomatie et de projection militaire, qui sont nos interlocuteurs, qui sont nos partenaires pour une stabilisation régionale, et là, en l'occurrence, pour une sécurité régionale au Kurdistan irakien post-État islamique. Donc, mon hypothèse principale se décompose en 3 parties. La première partie, je vais vous la lire, c'est la construction étatique au Kurdistan irakien et le théâtre d'une multiplication de l'emploi de la violence légitime. On a une répartition des groupes armés qui se sont revendiqués comme représentant d'un ancrage territorial fort. On avait des groupes armés, on a toujours des groupes armés Kurdes irakiens assyro-chaldéens, donc des chrétiens. On a des Kurdes irakiens chiites et des Kurdes irakiens sunnites. Je vais aller un petit peu plus vite. Deuxième partie de mon hypothèse principale, c'est cette polycentricité, finalement, cette multicouche de dynamique renforce justement la dynamique entre cœur étatique et périphérie régionale, a fortiori dans un contexte de proto-État. Ce que j'entends par proto-État, c'est finalement l'entité qui émane d'un conflit civil et soit d'une indépendance nationale, soit d'un conflit civil remettant en question cette indépendance nationale. Et troisième partie de cette hypothèse, cette décentralisation de la légitimité renforce une hybridation de gouvernance sécuritaire au sein des diverses populations dans la région, et ma collègue l'a très bien expliqué, sur l'appropriation des groupes armés par des tendances nationalistes et ethniques qui vont amener l'institution militaire à se fragmenter selon des dynamiques internes. Alors, le but d'actualiser le concept, c'est actualiser la grille de lecture weberienne. Ce qu'on entend par la grille de lecture weberienne, c'est justement ce qui compose la monopolisation de la violence quand on se retrouve, dont les armées occidentales se revendiquent. On a une centralisation de l'autorité militaire qui a permis au fur et à mesure de l'histoire, et surtout en ce qui concerne l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de se réapproprier les pôles d'autorité et de violence dans une seule armée, dans une seule institution militaire. Ça, c'est la grille weberienne. C'est une grille de lecture monopolistique de la violence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer une lecture plus régionaliste de la violence qui existe ailleurs qu'en Europe, et c'est pour ça que je m'inscris dans une lecture herméneutique et critique de l'État et de la violence. C'est de considérer qu'aujourd'hui, on se retrouve entre un schéma de délégation et un schéma de monopole qui se trouve au milieu, c'est-à-dire un schéma d'oligopole. Donc, on va avoir une régulation de la violence locale et donc pour trouver un juste milieu entre la violence locale et l'autorité légitime de la violence nationale. D'un côté, les groupes armés, et de l'autre côté, les institutions officielles. Et on va se retrouver entre les deux quelque chose qui oscille entre délégation de la force armée et monopolisation de cette force armée. C'est ce que je présente comme une lecture régionaliste avec des influences, encore une fois, extra-nationales et extra-étatiques. Renouveler le paradigme, ça veut dire quoi? C'est développer un paradigme d'influence régionale, comme je disais, une périphérie prépondérante et exogène au schéma westphalien. Donc, ce schéma westphalien, c'est un État, pour schématiser rapidement, c'est un État, une armée. On se retrouve avec une périphérie qui a autant de poids, qui existe grâce au cœur de l'État, et un État qui existe et qui a autant de poids que la périphérie. Et c'est finalement ce à quoi on a fait face en Afghanistan, avec une fragmentation des pôles de violence, et en Irak. Et en l'occurrence, en Irak, dans le cas qui nous intéresse, ça existe encore. Il se trouve que le Kurdistan irakien a les institutions militaires kurdes irakiennes ont tenté de se réapproprier la légitimité de certains groupes armés, comme le HPE, par exemple, qui est un groupe armé assyro-chaldéen qui a combattu l'État islamique dans la plaine de Ninive. Donc voilà, on se retrouve j'ai repris le schéma de Wallerstein pour expliquer qu'une semi-périphérie stabilise les pôles de légitimité de violence entre le cœur étatique et les périphéries. Je vais très vite. Donc, je parlais de la perspective régionaliste. En fait, on se retrouve avec une multitude d'acteurs qui revendiquent le monopole de la violence pour justement essayer de fragmenter un maximum une institution militaire
pour justifier des romans nationaux différents. Et finalement, c'est ce qui tient aujourd'hui au Kurdistan irakien. Pourquoi ça tient? Parce qu'on a un schéma qui est somme toute relativement que j'ai essayé de simplifier. On a des groupes armés non étatiques. Ces groupes armés non étatiques, ils sont représentés par des milices d'autodéfense, par des milices privées et des groupes paramilitaires. Donc, quand je parle de groupes paramilitaires, la plupart du temps, c'est des groupes armés qui ont été engagés par des partis politiques. Le parti politique principal au Kurdistan irakien, c'est le Parti démocratique du Kurdistan qui a recruté ses propres milices. D'un côté, on a ces groupes armés non étatiques. Ces groupes armés non étatiques se prévalent d'une revendication nationale. Ils se prévalent d'un roman national et ils se prévalent surtout d'une identité ethnique locale. Et cette identité ethnique locale, on en revient à cette gouvernance multicouche, elle représente les individus d'un village, d'un petit territoire, et représente leur propre perception de la justice, de la sécurité, de l'administration et des règles sociales. Encore une fois, on a d'un côté ce qu'on appelle à l'ouest du Kurdistan irakien le triangle assyro-chaldéen avec les anciens groupes d'autodéfense assyro-chaldéens qui, eux, ont leur propre représentent des règles sociales assyro-chaldéennes avant d'être kurdes. Et tout ça, finalement, apporte aux dirigeants nationaux une certaine légitimité. Ils partagent en fait une légitimité avec les dirigeants nationaux. Quand je parle de national, c'est le Kurdistan. À plus forte échelle, une plus grande échelle, on a en Irak de manière générale, on a exactement ce même schéma. Et donc, ils obtiennent un soutien et une légitimité des communautés. Ils se prévalent de ces communautés locales et les apportent aux dirigeants locaux et nationaux. Et les dirigeants locaux et nationaux, de la même manière, se prévalent de la légitimité qui leur est apportée par la propre légitimité des partis politiques. Il reste 1 minute, alors je fais très vite. J'aurais dû vous montrer cette carte avant, au tout début. Mais voilà, le Kurdistan irakien se décompose en fait en 3 phases. La première phase, c'est finalement la zone d'autorité, la zone en jaune que vous avez, c'est la zone d'autorité du gouvernement irakien. Et les zones grises et rouges, alors maintenant cette carte a un petit peu évolué, c'est les zones de confrontation entre la zone grise, c'est gris, hein, oui. C'est vert, gris. C'est les zones de confrontation entre les milices irakiennes et en l'occurrence Shab el-Sharabi ou l'armée irakienne contre les Kurdes, une zone de confrontation. Et la zone rouge, c'est les zones perdues par les Peshmerga et l'armée kurde au profit soit dans un premier lieu de l'État islamique, soit en second lieu de l'armée de l'Irak. Et donc, je parlais d'oligopole, c'est finalement, on se retrouve avec une polarisation de la violence, avec différents acteurs, une multitude d'acteurs qui sont, et ça, je trouve, ce schéma représente bien un petit peu la complexité régionale de la chose, c'est qu'on se retrouve avec des acteurs régionaux, que ce soit au Rojava, c'est-à-dire au Kurdistan syrien, ou au Bakour en Turquie, au Kurdistan turc, finalement une multitude d'acteurs représentant les propres légitimités, les propres règles sociales locales entre elles, pour finalement acquérir ou non une légitimité de la part de l'État central et vice-versa. Et donc, le prolongement de la connaissance, pour finir, c'est, en l'occurrence, ce que j'essaie de développer, c'est une grille de lecture qui permet de définir, avec une connaissance plus localisée, l'identification des acteurs armés. Donc, on a différents travaux et en l'occurrence, on a ce genre de grille de lecture peut être appliqué pour des simulations militaires, pour une meilleure identification des acteurs de terrain et une remise en question un petit peu de ce schéma binaire entre État et groupes armés et finalement chercher quelque chose de beaucoup plus fragmenté. Voilà, désolé pour le retard que j'ai pris. Merci beaucoup. Parfait. Bonjour, je voudrais d'abord remercier le CIDP de l'opportunité qu'il m'offre de présenter cette communication sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la puissance militaire d'un État. Mon nom est Jacob Gatto, je suis doctorant à l'École nationale d'administration publique et je m'intéresse à la question de l'intelligence artificielle, l'IA, et son impact
sur la puissance militaire. Alors, innovation technologique majeure, l'intelligence artificielle, l'IA, est un sujet d'actualité dont le lien avec la puissance militaire reste encore ambigu. Elle est présentée comme la 4e révolution dans les affaires militaires, RAM, et aux yeux de plusieurs chercheurs, pourrait à ce titre modifier les rapports de puissance sur la scène internationale et transformer de manière significative les opérations militaires. Par exemple, Payne 2018 affirme que l'IA pourrait transformer la nature de la guerre en accélérant la prise de décision. Nous 2019 montre que l'IA est en train de bouleverser la configuration même de la société internationale en imposant une nouvelle redéfinition de la puissance et de la conflictualité. Alors, aux yeux de plus d'un, l'IA est potentiellement transformatrice et pourrait modifier les rapports de puissance au cours de la prochaine décennie dans le cadre d'une révolution déjà en marche. Étant donné les potentialités de l'IA sur le plan militaire, ma présentation vise à répondre à la question à savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle permet de renforcer la puissance militaire d'un État. Contrairement à la thèse qui postule que l'IA perturbera l'équilibre de puissance, je vais montrer dans un premier temps que les applications de l'IA n'auront pas l'effet d'une révolution militaire, car une RAM, c'est-à-dire révolution dans les affaires militaires, suppose des changements stratégiques en matière d'organisation de la force, ainsi que des changements politiques et sociétaux profonds. Dans un deuxième temps, je vais montrer que même si les progrès technologiques rapides pourraient changer le caractère de la guerre, ils ne renforceront pas pour autant la puissance d'un État. À cette fin, j'avance 3 principaux arguments en me basant entre autres sur les travaux de Horowitz 2018 et Jensen et al. 2020. Alors, premier argument, l'IA a peu d'effets stratégiques car elle n'est pas une innovation militaire en soi et ne provoque pas de changement significatif dans le comportement organisationnel d'une armée, critère qui est donc important pour déterminer la puissance militaire. Deuxième argument, la technologie est rarement le seul facteur qui façonne l'équilibre des forces. La bureaucratie affecte aussi la manière dont une innovation technologique pourrait renforcer la puissance militaire d'un État. Et troisième argument, des facteurs organisationnels, financiers, culturels, juridiques, institutionnels et humains doivent être pris en compte pour déterminer la manière dont les technologies de l'intelligence artificielle se traduiront en capacité militaire. En dernier lieu, j'évoquerai également les principaux risques liés aux applications de l'IA pour montrer que celles-ci représentent une source potentielle majeure d'instabilité et de rivalité stratégique entre les grandes puissances. Quelques éléments de définition. Il y a 3 facteurs qui expliquent aujourd'hui le niveau de développement important de l'IA. D'abord, la puissance de calcul des ordinateurs. Deuxièmement, les méthodes d'apprentissage profond. Et ensuite, le nombre de données disponibles. Il faut dire qu'il n'existe pas une définition propre de l'intelligence artificielle. Parmi les quelques définitions suggérées, Cummings 2017 l'a définie comme la capacité d'un système informatique à effectuer des tâches qui requièrent l'intelligence humaine, telles que, par exemple, la perception visuelle, la reconnaissance vocale et la prise de décision. Elle est programmée pour opérer selon la séquence perception, cognition, action. Il existe 2 grandes approches de l'IA. D'abord, l'IA symbolique qui permet de déduire des comportements à partir des règles prédéfinies et les approches informatiques qui permettent la reconnaissance de problèmes par des calculs. On parle aussi de l'IA super intelligente qui consisterait en une série d'algorithmes capables non seulement d'accomplir des tâches étroites, mais aussi de penser par eux-mêmes de manière fonctionnelle en concevant des solutions à des problèmes très larges. Sur le plan militaire, il existe déjà de nombreuses applications. Par exemple, au niveau opérationnel, on retrouve celles qui peuvent garantir l'autonomie des drones, faciliter l'interaction entre les acteurs pendant les exercices de simulation. Et au niveau stratégique, il y a des applications qui comprennent des systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, des systèmes de commandement, de contrôle et de communication, des systèmes de défense antimissiles avec des capacités cybernétiques offensives et défensives. On recense aussi plusieurs projets, notamment aux États-Unis, dont le projet Maven, qui vise à fournir des renseignements de meilleure qualité grâce aux algorithmes qui permettent d'améliorer la prise de décision en matière de ciblage.
Aussi en Israël, l'entreprise Rafael Advanced Defense System a développé une arme qui utilise l'IA pour la reconnaissance automatique des cibles. Et en Chine, l'armée chinoise développe depuis 2011 des armes intelligentes composées de systèmes de collecte et de gestion de l'information, de systèmes d'aide à la décision, etc., etc. Alors, parmi les principaux avantages des applications de l'IA, on note que celles-ci offrent une évaluation précise des zones de combat, une meilleure capacité d'anticipation, des meilleurs systèmes de surveillance et de reconnaissance et des renseignements de meilleure qualité. Il est donc clair que pour les grandes puissances militaires, les applications de l'intelligence artificielle ont une grande valeur opérationnelle. Mais il faut quand même se demander s'il s'agit vraiment d'une révolution dans les affaires militaires. Comme vous le savez, la notion de révolution militaire renvoie à un changement brutal et rapide qui est perceptible par les acteurs dans la manière de conduire les conflits. La plupart des chercheurs, par exemple, s'accordent sur le fait qu'une série de changements radicaux dans les techniques et les technologies de la guerre ont transformé l'art de la guerre. Comme le note Fortman 2013, les exemples classiques de révolution des affaires militaires concernent l'introduction des armes à feu sur le champ de bataille, la révolution du feu et des transports, l'émergence de la guerre éclair entre 1924 et 1939 et l'irruption de l'arme nucléaire. Ainsi, une révolution militaire renvoie à des changements qualitatifs dans la structure des armées et dans leur façon de combattre, ce qui entraîne des changements politiques et sociétaux. Dans le cadre des travaux de la communauté de défense américaine, la révolution militaire a été rebaptisée révolution des affaires militaires. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails, mais je peux dire que la RAM, révolution des affaires militaires, suppose la synergie de 3 éléments. D'abord, une révolution militaro-technique qui concerne les applications militaires de nouvelles technologies, une adaptation des stratégies et une adaptation des organisations militaires. La question à se poser ici est de savoir si la diffusion des technologies militaires de l'IA pourrait impliquer un changement majeur sur le plan de l'organisation et de la stratégie militaire ou s'il s'agit d'un simple changement évolutif. Selon plusieurs auteurs, même si les applications militaires de l'IA sont encore limitées, elles pourraient se développer rapidement et déclencher une nouvelle révolution dans les affaires militaires. Payne 2018 croit que l'IA imposera de nouveaux schémas cognitifs et une nouvelle façon de conduire la guerre. Raska soutient qu'une nouvelle vague de RAM basée sur l'IA a déjà émergé. Toutefois, selon moi, les changements que l'IA pourrait induire dans le rapport de force ne sont pas du niveau d'une RAM. Il s'agit d'un simple changement évolutif. Pour étayer ma position, je voudrais considérer ici les 3 conditions que Fortman 2013 a retenues pour expliquer le changement et l'innovation. Première condition, l'innovation est un processus interne relativement long qui nécessite le travail patient des officiers. Deuxième condition, l'innovation exige l'intervention de l'autorité politique qui, elle seule, peut imposer des changements radicaux à la bureaucratie militaire. En ce sens, elle ne peut venir que de l'extérieur. Troisième condition, elle résulte de la compétition entre les différents corps militaires qui cherchent à changer de manière radicale leur façon de faire traditionnelle afin de garder les ressources rares. Au regard de ces hypothèses, on peut certes admettre que la compétition actuelle entre les corps militaires peut les pousser à développer des applications militaires de l'IA afin de devenir plus performants. Mais ces applications ne changent pas significativement les pratiques traditionnelles. Deuxièmement, mis à part quelques rares exceptions dans quelques pays, dont la Chine et les États-Unis, l'implication des autorités politiques pour fixer les grandes orientations en matière d'innovation de l'IA est pour l'instant largement insuffisante. Or, Fortman 2013 a montré que sans intervention politique directe, les forces armées n'innovent pas. Ainsi donc, il est de bon ton de faire la distinction entre les 7 mesures d'adaptation dans le cadre desquelles les institutions militaires traditionnelles se modernisent et la restructuration des forces armées qui implique des changements radicaux. Au-delà des efforts disparates de modernisation dissonante, pour reprendre l'expression de Koneta 2010, de nouvelles doctrines doivent voir le jour pour renforcer les qualités organisationnelles d'une armée transformée. En effet, l'intérêt de la RAM concerne aussi l'effet des technologies sur la stratégie et sur les changements politiques et sociétaux, y compris la culture stratégique. Non seulement les technologies de l'IA ne créent pas un tel effet,
Elle ne renforce pas non plus la puissance militaire d'un pays. C'est la thèse que je vais maintenant démontrer. Les principales études sur l'usage des technologies de l'IA ne montrent aucun impact sur la puissance militaire. Même si ces technologies pourraient influencer la capacité des États à mener et à gagner des guerres, elles ne renforceront pas nécessairement leur puissance. Rappelons rapidement qu'il y a une différence entre innovation technologique et innovation militaire. L'innovation militaire renvoie au changement significatif de la façon dont une armée s'organise afin de renforcer ses capacités et les traduire en puissance. Or, l'IA n'est pas une innovation militaire en soi, et à elle seule, elle a peu d'effets stratégiques. Elle ressemble davantage à des technologies habilitantes telles que le moteur à combustion ou l'électricité et non à une arme spécifique. De plus, la supériorité technologique n'est jamais un facteur décisif en soi, en particulier dans les guerres irrégulières. La technologie est donc rarement le seul facteur qui façonne l'équilibre des forces ou qui influence le caractère de la guerre. Ce qui prime, c'est la façon dont les gouvernements et les organisations font des choix concernant l'adoption et l'utilisation de nouvelles technologies et la façon dont les armées les utilisent et sont bureaucratiquement contraintes de le faire. Qu'elles prennent la forme d'intérêts spécifiques ou de routines organisationnelles, la bureaucratie militaire modifiera la manière dont les systèmes basés sur l'IA seront intégrés dans les forces armées. Il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails, mais il y a des défis juridiques, etc. etc. Le temps passe. Et il y a aussi des risques qui sont liés à l'utilisation dans les affaires militaires que je voudrais souligner. En effet, pour terminer cette présentation, je voudrais préciser que plusieurs risques sont liés à l'utilisation de l'IA dans les affaires militaires. D'abord, des risques en matière de sécurité qui peuvent aggraver la sécurité internationale en transformant la nature des menaces sur la scène internationale. Ensuite, des risques moraux, éthiques et sociaux. Par exemple, les systèmes d'armes autonomes peuvent accroître la souffrance humaine. Il y a donc des questions éthiques et morales à se poser sur le contrôle humain dans le cadre des guerres à mener à la vitesse de la machine. Et d'un autre côté, on peut dire aussi que l'IA complique les aspects cognitifs de la prise de décision et détache l'action humaine dans la conduite de la guerre. Elle complique les interactions bureaucratiques dans les institutions de sécurité. Par exemple, la possibilité d'externaliser les éléments de la prise de décision militaire à des algorithmes au sein des régimes autocratiques peut être problématique du point de vue des droits humains. La prise de décision fondée sur des données pose aussi des enjeux en termes de respect de la vie privée, de la sécurité, la transparence et la responsabilité. Et finalement, il y a des risques technologiques. Par exemple, les algorithmes informatiques sont fragiles et ne peuvent pas toujours généraliser. Les principales préoccupations portent sur la capacité des systèmes d'IA à faire face à des données ambiguës, à saisir des significations complexes, à interpréter et exécuter efficacement les intentions humaines. Il existe aussi une opacité problématique de la prise de décision algorithmique et un manque de transparence dans les algorithmes. Les progrès que représentent les technologies de l'IA sont donc, à mes yeux, évolutifs et non révolutionnaires. Pour prévenir leurs effets négatifs, il est donc important d'éduquer les décideurs afin de promouvoir la responsabilité mutuelle et limiter l'utilisation irresponsable de l'IA. En guise de conclusion, j'ai 1 minute 13 secondes qui me restent, donc je peux conclure. En guise de conclusion, permettez-moi de rappeler 2 éléments essentiels. Premièrement, le lien entre l'intelligence artificielle et la puissance militaire est une question complexe qui renvoie notamment aux structures bureaucratiques, aux processus organisationnels, aux préférences institutionnelles, aux contraintes juridiques et aux références culturelles. Deuxièmement, l'IA ne changera pas à elle seule la façon dont les États se préparent à la guerre. Toutefois, une nation déjà puissante qui collecte bien des données et qui leur donne un sens grâce aux applications de l'IA pourrait réaliser des avantages concurrentiels importants. Pour faire face aux risques que présente l'IA, il faut mettre en place des mécanismes de sensibilisation afin d'amener tous les acteurs à prendre conscience des défis que pose cette nouvelle technologie. Je vous remercie. Donc, merci à tous nos panélistes. Nous sommes en retard sur le temps.
Donc, je vous propose de skipper les questions. Je suis sûre que si vous attrapez un panéliste, il se fera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir ou écrire directement à Arthur Servier, qui est toujours avec nous sur le Zoom. Mais il nous reste 5 minutes avant la final keynote et pour qu'on puisse finir à temps. Je suis désolée. Donc, on se retrouve dans 5 minutes. Merci. Et encore une fois, merci à nos panélistes.